Madrid avait une très, très grosse équipe, hein, parce qu'on les avait dominés en championnat. On avait gagné chez eux en championnat, on avait dominé Barcelone, mais à l'arrivée, on perd 3-0 contre Madrid, on se dit, mais c'est quand même Madrid, quoi. Avec Raoul, là, on se dit c'est madridien, quand vous arrivez devant Bayern Madrid en finale. Il faut être fort, non seulement fort à tous les niveaux, et puis après, il y a des détails qui font la différence, parce que ces clubs-là, ils sont habitués, donc ils savent comment préparer ça et comment les gagner aussi. Donc nous, on arrivait, c'était beaucoup l'euphorie déjà la première année. La deuxième année, disons, on s'est mieux préparé pour une finale, mais à l'arrivée, on tombe contre le Bayern, on arrive, on fait match nul, mais au penalty, on perd au penalty. Quand on est en finale, il faut les gagner. Faire 2 campagnes énormes de suite pour un club qui était, je dirais, méconnu. Gagner des matchs, surtout se qualifier aux dépens d'Arsenal, Bayern. Pour moi, dans ma tête, arriver contre ces clubs, Madrid, Bayern, c'est peut-être malheureux à dire, mais c'est rare de voir petites équipes, petits clubs gagner des finales de Champions League. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast des légendes. On se retrouve cette semaine pour parler de la suite de la carrière de Jocelyn Angloma, cette deuxième partie hyper réussie avec des passages en Italie, en Espagne. On va parler de tout ça. C'est parti. Ok, alors Jocelyn, merci d'avoir répondu à notre deuxième invitation. Alors on s'est arrêté la dernière fois, juste avant de parler de ton passage à l'Inter de Milan. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est goupillé ce transfert ? Le transfert j'étais au Torino, où je suis passé 2 ans. J'ai eu un contact de Mazzola, qui était le directeur sportif à cette période, et puis de Giacinto Facchetti, qui est mort depuis, emblème joueur de l'Inter de Milan, qui sont passés par mon agent pour faire savoir qu'ils étaient intéressés. Ils étaient intéressés par, j'avais 31 ans, un joueur. Pendant les 2 ans, j'ai démontré que j'étais en capacité de jouer en Italie. C'était pas évident à cette période, c'est vrai. Il n'y avait pas beaucoup de Français. Et par la suite, l'Inter est venu. Et puis ça s'est fait de par les deux saisons que j'ai réalisées en Italie, quoi, où je me suis fait connaître. Parce que c'est vrai que à cette période, il y avait des noms. Ça marchait surtout avec des noms hyper connus, pas comme maintenant. Et bon, il a fallu que je fasse, entre guillemets, mes preuves en Italie pour intégrer un club comme l'Inter, quoi. Voilà. Alors, ce qui est incroyable, c'est que juste avant, comme on disait, tu prends un petit peu ta retraite en équipe de France, issue de l'Euro 96, qui est un peu un demi-teinte pour toi. Et tu reprends vraiment ta carrière à vraiment un second souffle à l'Inter. Tu es titulaire dans ce qui est vraiment le meilleur championnat du monde à l'époque, indiscutablement. Ouais. Dans une équipe de dingo à l'Inter, quand tu regardes un petit peu, tu as Pagliuca, Zanetti, Festa, Djorkaeff, Paul Ince, Zamorano, Branca, Berti, enfin bref, que des super joueurs dans un championnat extraordinaire. Jamais tu reconsidères ta décision de ne pas vouloir revenir en équipe de France ? Parce que tu dois recevoir des pré-convocations, j'imagine, toujours. J'en ai pas entendu parler, plutôt quand je suis arrivé à Valence, ouais. Mais ce qui s'est passé, bon, je pense que dans ma réflexion après l'équipe de France, oui, j'allais sous mes 32 ans, je me suis dit, c'est un moment pour me consacrer totalement à un club comme l'Inter de Milan. Donc, pas que j'étais pas en capacité de faire les deux, mais je me suis dit me consacrer à fond. Et puis aussi, bon, c'est vrai que l'Euro, ça s'était pas trop bien passé. Je me suis trouvé remplaçant. J'ai joué quand même quelques matchs. Et Thuram qui arrivait. Et donc, par la suite, je me suis dit, j'arrête l'équipe de France. Je prends une décision qui pour moi était la bonne. Jusqu'à maintenant, je pense la même chose. Hein. Je pense que pour ma carrière et tout, j'ai pris la bonne décision et me consacrer à fond à l'Inter. C'est vrai que à l'Inter, ça a été plutôt bien. Même si j'ai fait qu'une année, je pense que aujourd'hui je regardais ça sur Google, je vois que j'ai quand même fait 46 matchs en marquant 2 buts pour un défenseur, plus de 2 buts, 3 buts. Et donc c'était intéressant. Non, justement, comme tu dis 46 matchs, tu es le joueur de champ, je crois que tu es le 6e joueur de champ le plus utilisé sur cette saison. Tu joues quasiment tous les matchs, vous arrivez en finale de la Coupe de l'UEFA, que vous perdez contre Schalke 04. Ouais. Raconte-nous un petit peu cette saison où tu cartonnes, tu es quasiment tout le temps titulaire.
Et cette finale de l'UEFA qui se joue vraiment, qui joue d'un rien. Mais je crois que cette saison-là, j'ai fait une très grosse saison parce que bon, c'est vrai que j'avais une très très bonne confiance en moi, dans mes qualités, et puis je me suis retrouvé avec une équipe aussi qui jouait le haut de tableau, une équipe compétitive, ce que j'avais perdu un peu avec le Torino, et puis avec des grands joueurs qui vous amènent à progresser aussi. Moi, de ce côté-là, je crois qu'avec l'Inter, comme je l'ai dit, j'avais fait le bon choix. Le fait de jouer ces gros matchs, d'avoir des Juve et Inter, on sait que ce sont des derbys, plus le gros derby de Milan, m'a permis encore une fois de grandir et de faire mes matchs et d'être performant. Pour jouer dans ces clubs-là, il faut être performant. La saison, bon, a été longue. Au début, c'était peut-être pas si facile que ça, parce qu'on a eu quand même des difficultés. Il y a l'entraîneur qui est vrai, qui s'est fait virer avant la fin du championnat, Roy Hodgson. Donc, ça n'a pas trop été facile au début. Mais malgré tout, j'ai su faire mon chemin, faire des gros matchs, avoir le public aussi avec moi. Mais malheureusement, j'ai fait qu'une année. En plus, on va en finale, mais ça a été laborieux. Je pense quand même la saison a été quand même assez laborieuse. Même pour arriver en finale, je pense qu'on avait l'équipe on devait gagner cette finale, mais à l'arrivée, on la perd au penalty. Vous éliminez 2 équipes françaises d'ailleurs au passage. Hein. Oui, 2 équipes françaises. Ça m'a fait aussi du bien de revenir sur la France. En France, les éliminer. Les éliminer, bon, après, c'était Guingamp. Pour nous, c'était normalement a priori facile, mais ça n'a pas été si facile que ça, parce qu'au match retour, ils nous ont posé pas mal de problèmes. C'est vrai que Monaco, avec Thierry Henry qui commençait à émerger, des joueurs de qualité, ça a été un autre combat, mais on nous a fait quand même qu'on avait la possibilité de passer ces équipes-là. Donc, moi, je dis ça. Bon, de ce côté-là, ça s'est plutôt bien passé. Hein. L'UEFA à faire une finale, malgré les difficultés, c'était plutôt bien. Mais on espérait vraiment beaucoup plus, même au niveau du championnat. À cette période, l'Inter n'était pas encore. Moi, j'ai trouvé qu'on n'avait pas une assise d'une équipe qui était forte, une équipe qui devait plus inquiéter la Juve à cette période, qui inquiétait Milan. Ouais. Et est-ce que à cette époque-là, donc toi, tu rejoins quand même un club, même si elle n'est pas encore super complet pour gagner le championnat, mais quand même qui a une assise, qui a une connaissance tactique importante. Est-ce que à 31 ans, tu apprends quelque chose encore en allant à l'Inter? Ben, moi, j'apprends quoi? C'est encore une fois, c'est le très très haut niveau. Ces clubs-là, c'est tous les dimanches, il faut gagner. C'est des matchs où quand tu joues, c'est pratiquement 80 000 personnes. Tu dois être encore fort mentalement, beaucoup plus fort mentalement pour rivaliser, pour jouer pour la gagne. Donc de ce côté-là, oui, j'ai beaucoup appris, surtout la gagne. Et vous savez, quand vous jouez avec des gars qui ont gagné quand même la Coupe du Monde, enfin des gars, c'était Bergomi, que j'étais en concurrence avec lui. Bon, à l'arrivée, il jouait arrière gauche, moi je jouais arrière droit, et Zanetti qui était devant moi, donc il y avait une grosse concurrence. Donc ça aussi, ça m'a permis de voir où j'en étais et de savoir que j'avais des capacités pour jouer dans ce club. Et l'image des joueurs français à ce moment-là, parce qu'on a encore un palmarès qui est plutôt, pas très très étoffé. On a gagné l'Euro 84, mais en 97, on n'a toujours pas gagné la Coupe du Monde. On a gagné une Coupe de l'UEFA, mais Marseille a complètement disparu. Alors il y a la Coupe du PSG derrière. Mais est-ce que toi, tu sens que la France est une puissance émergente, ou est-ce que tu sens que les Italiens vous regardent toujours avec un peu de mépris? On fait un peu avec mépris, je dirais. On fait parce que, bon, au niveau du sens tactique, des joueurs qui gagnent, une équipe qui gagne, à part, on avait Platini, Papin qui est arrivé par la suite, mais c'était surtout Platini. Mais non, on n'avait pas cette force que la France a eue par la suite au niveau de ses joueurs. Ça s'est vu au nombre de joueurs qui arrivaient en Italie à cette période. Hein. Il est vrai que le chemin commence à se faire, notamment avec Marcel Desailly qui était à Milan, qui a démontré qu'on pouvait faire des choses, Carambeu qui arrivait aussi. Et puis par la suite, Didier Deschamps, oui, la Juve, et puis Zidane qui arrive. Mais ça, c'est vrai que c'était pas gagné d'avance. Parce qu'il faut savoir que le footballeur français était bon, mais que tactiquement, c'était pas forcément ça. Au niveau des entraînements aussi. Au niveau des entraînements, vous savez, quand je suis arrivé en Italie, je faisais 2 heures d'entraînement le matin, 2 heures l'après-midi, voire 3 heures. Et en France, c'est 1h30 la journée. Donc, la différence, elle était totale.
Et tu vas affronter justement Marcel Desailly, Didier Deschamps, tes anciens camarades de Marseille. Comment ça se passe, les retrouvailles sur les terrains entre vous? Non, c'était plutôt bien parce qu'on était quand même, on était des potes hein, quand même à Marseille et tout. C'était plutôt bien, mais on savait que sous le terrain après, comme toute rivalité, surtout Juventus-Inter, comme je le disais, Milan AC, l'Inter, il fallait penser à son club d'abord. Mais les retrouvailles étaient plutôt, c'était assez bien. Parce que même avec Marcel, on se voyait à Milan, un peu discrètement quand même. Mais on se voyait à Milan, donc non, c'était agréable, mais on savait que à l'arrivée, c'est le club qui primait, son équipe. Pour deux paysans comme nous qui n'y connaissons rien, est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire quand on dit que les Italiens travaillaient beaucoup plus la tactique? Concrètement, ça veut dire quoi exactement? Ben déjà, moi, je travaillais avec une corde. J'étais attaché, chaque joueur, on était peut-être 5 joueurs attachés à une corde. Rien que ça, on se dit qu'il y a quelque chose qui va pas, quoi. J'avais jamais connu ça. C'était pour garder une certaine distance et s'habituer à garder une certaine distance et travailler par rapport à l'autre. Voilà, c'était ça aussi la tactique. Faire du basket pour travailler la tactique. Si on faisait du basket à l'entraînement, on fait un jour d'entraînement, c'était plutôt en détente en France. Et ça, c'était vraiment la tactique. Et on sait qu'au niveau basket, c'est très tactique aussi. Dans les déplacements, comment marquer et tout. Et ça, c'était pendant 1 heure, des fois 1 heure et demie de tactique. Et ça, on en a bouffé. C'est vrai qu'arriver à l'Inter, peut-être un peu moins parce que j'avais un entraîneur anglais, mais les Italiens, ils adoraient ça. Est-ce qu'il y avait des différences sur l'approche tactique au Torino et à l'Inter de Milan? Oui, c'était différent. Nous, au Torino, l'approche tactique, c'était le petit club quand je suis arrivé, quand même. Mm-hmm. Donc, jeune entraîneur, il y avait un jeune entraîneur, mais qui travaillait énormément sur le plan physique aussi, parce que l'Italie, c'est ça, c'est une grosse préparation pendant 3 semaines du physique, on en bouffait, quoi, des courses et autres. Le ballon, on n'en voyait quasiment pas. De la muscu. Et à l'Inter, c'est vrai, comme je le disais, c'était des grands joueurs. Donc, ce qui veut dire que sur le plan tactique, sur le plan technique et tout, il y avait déjà cet avantage par rapport aux petites équipes. Donc, ça se jouait plutôt là. C'était au niveau de la qualité des joueurs qu'on avait à l'Inter de Milan. Et c'est qui tes gars sûrs à l'Inter, les gens avec lesquels tu t'entends le mieux? Est-ce que c'est le petit groupe français? C'est tes copains défenseurs? Non, pas forcément. Non, j'avais un groupe avec Djokaev, bien sûr, parce qu'on était français et lui, il est arrivé après moi en Italie. Mais moi, j'avais mon petit groupe avec Javier Zanetti, il y avait Pauline, c'est Aaron Winter, et puis Frézy. Ouais, voilà, ça c'était mon petit groupe et Nicolas Berti. Ouais, ça c'était vraiment jusqu'à maintenant on s'appelle et même des fois il passe en Guadeloupe parce qu'il a vécu à Saint-Barthélemy à côté, donc on se voyait. Et voilà, ça c'était mon petit groupe, et le groupe aussi des sorties entre guillemets. Sympa. Petite question un peu pénible, je sais que c'est toujours un peu compliqué, c'est quand même un sujet pour nous qui nous fâche un peu, c'est est-ce que tu as senti le racisme en Italie justement? Bon, c'est un gros sujet actuel, mais est-ce que toi, à cette époque, au Torino et à l'Inter, tu sens ce racisme? Au Torino, non. Au Torino, pour dire la vérité, je l'ai pas senti. À l'Inter, à vrai dire, ça m'est arrivé plutôt dans un match à Vérone. Ouais, c'était Vérone qui en jouait contre Vérone. Ah oui, là vraiment, on était les 3 Noirs, Pauline, Aaron Winter et moi. Ce jour-là, oui, on l'a bien senti. On avait gagné ce match-là, mais il a fallu sortir avec la police, quoi. Parce que nous, quand on a gagné, on a montré que bon, voilà, on avait gagné. Et ça, ils l'ont pas accepté. Ils l'ont pas accepté, et donc les flics sont venus pour nous escorter à sortir quand même. Donc ça, oui. Et ça vous galvanise, ça te rend fou, ça te fait sortir de ton match? Comment toi tu vis ce genre d'horreur autour du terrain? Non, mais à cette période, c'était plutôt galvanisé et autre chose que maintenant. Parce que j'ai pas vraiment connu ce que nos jeunes connaissent actuellement, même à Thuram par la suite, parce que je suis parti entre-temps. Je me rappelle que quand je suis revenu, on jouait, j'étais à Valence, je jouais contre la Lazio. Les supporters de la Lazio étaient réputés pour... Voilà, l'extrême droite. Nazi, extrême droite et tout. Donc ça a été, il est vrai, très très dur. Tu touches la balle, tu te fais 8, un prix de singe et tout. Là, je parle en 96, 97.
Ça a bien changé, mais c'était pas aussi intense. C'était pas tous les stades, comme on le voit maintenant. C'est vrai, c'est dur, mais il a fallu faire face. Et nous, à cette période, on faisait face par notre force mentale. On n'avait personne pour aller voir, aller dire, les cris de singe et autres, voilà. Ça a bien changé, et c'est vrai que le monde a changé aussi, en bien et en mal, malheureusement. Mais je crois que, juste pour finir là-dessus, on doit être encore plus fort mentalement. Bon, il faut défendre ça tout à fait. C'est tout à fait normal. Mais un joueur, je dirais, de couleur, doit être fort mentalement. Déjà, un joueur normal doit être fort mentalement par rapport à la pression, par rapport au professionnalisme qu'on démontre et tout. Mais quand on a ce type de réaction de certaines personnes, il faut être encore plus fort pour pouvoir faire son métier dans des conditions, je dirais, agréables. C'est pas facile. Et juste pour clore effectivement ce sujet qui doit être pénible, ça doit être pénible d'en parler, mais l'Italie, c'est vraiment un cas à part dans le domaine du racisme? Moi j'ai connu l'Espagne, je n'ai pas connu ça en Espagne, j'ai connu ça plus en dehors du foot. Ouais. C'est pareil, tout ça c'est venu par la suite. Même en Espagne, on l'a vu, mais c'est vrai que c'est moins quand même qu'en Italie. En Italie, c'est à part. C'est dur, je pense que pour un jeune joueur, et pourtant il y en a beaucoup plus, parce qu'on n'en voyait pas autant de Noirs à ma période et tout, mais il y en a énormément maintenant. Quand on regarde un club, quel que soit un club, que ce soit en France ou à l'étranger, on voit énormément de Noirs. Donc j'imagine que c'est complexe. C'est délicat. Pour les gens qui défendent ça, c'est assez complexe. Ouais, je pense aussi. Ouais. Il faut trouver les bons mots, il faut trouver la bonne parade et tout, mais j'imagine que c'est pas facile. C'est pas facile pour nous, bien sûr, dans un premier temps, mais c'est pas facile pour tous ceux qui défendent le racisme. Ouais, parce que je trouve qu'il y a à la fois, évidemment, comment faire en sorte que ce qui est inacceptable s'arrête, pour que ça s'arrête. Et là, je comprends évidemment les positions de dire, on arrête les matchs parce que c'est scandaleux, il faut arrêter, etc. Je comprends tout à fait. Mais je comprends aussi la vision qui serait un peu plus la tienne, qui est ça me galvanise et je vais bien démontrer qui est le meilleur, quoi. Ouais. Et cette attitude, elle est aussi louable aussi. Et je sais pas, je pense que c'est difficile de trouver quelle est la solution idéale pour combattre une situation horrible comme celle-là, quoi. Et c'est vrai que j'ai vu, il y a eu énormément de progrès et tout, mais malgré tout, c'est là. Donc, il y a eu tellement de travail qui est plus que louable. Ça a été fait et tout, mais il y aura toujours, je pense, des dérapages. Et voilà. Alors, il y en a qui assimilent ça, je défends mon équipe, donc voilà. Non, maintenant on est passé à autre chose. Il faut avancer différemment. Et moi, comme je le disais, c'est un combat qui est très très difficile pour ceux qui défendent. Écoute, moi je me rappelle à Strasbourg, j'ai grandi à Strasbourg, on avait le public très souvent faisait des bruits de singe quand il y avait un joueur noir dans l'équipe adverse. Mais l'équipe de Strasbourg avait elle-même des joueurs noirs, donc j'ai jamais compris comment les supporters arrivaient à se dire on va chambrer, et chambrer c'est peut-être clairement pas le meilleur mot, mais on va insulter le joueur adverse, mais j'arrive pas à comprendre comment ils arrivaient à concilier les deux, quoi. La schizophrénie. C'est un peu ce qu'on entend, ce qu'on lit. Quelquefois, le supporter dit mais moi je défends mon équipe, quoi. Donc c'est une manière de déstabiliser le noir qui joue en face, et mon joueur va rien dire parce que il défend son équipe, ce qui est normal. Mais à l'arrivée, ça va se passer de la même manière pour ce joueur Strasbourg qui va jouer ailleurs, qui va recevoir les mêmes choses. Donc c'est un combat, comme je dis, il faut défendre ça intelligemment, avoir les mots, mais on sait très bien qu'il y aura des dérapages, il ne faut pas se voiler la face. En tant que sélectionneur de la Guadeloupe, tu as déjà été confronté à ça, à une problématique de justement de racisme à gérer dans tes équipes avec des supporters? Non, jusqu'à maintenant, non, pas du tout. Tant mieux, parce que la réaction, on se dit quelle réaction. Disons, on est préparé pour avoir la meilleure des réactions. Après, des fois, on est humain, les émotions, ça peut l'emporter, mais je pense que la réaction qu'on aura tous, dans un premier temps, c'est de vouloir arrêter. Mais moi, je suis pas pour arrêter le match. Comme on en parle, moi, je suppose qu'on continue à jouer, qu'on continue à défendre et tout. C'est vrai que c'est dur, mais je suis pas pour arrêter le match. C'est clair. Merci Jocelyn. J'avais dans mes notes qu'il y avait eu une bagarre entre Pagliuca et Paulins lors de ton passage à l'Inter, et que Pagliuca avait une remarque carrément raciste et à laquelle tu avais assisté. Est-ce que elle est véridique, cette histoire? Cette histoire, non, mais c'était pas, franchement, pour moi, c'était pas forcément méchant ce jour-là.
Justement, on était en tournée, je parlais de cette tournée en Thaïlande. Ouais. Juste, des fois, il y a des remarques. Encore un noir, voilà. Encore le noir. D'accord, ok. Voilà, juste ça. Et il faut savoir, que Paulins, il n'acceptait rien du tout. Ouais, c'est clair. Voilà. Non, pas de couleur de peau. Paulins, il est marié avec une blanche, sa femme est blanche, machin et tout. Lui, il me disait jamais, il était comme ça. Lui, il était déjà en avance sur tout ce qui est racisme, tout ça. Donc, peut-être qu'il a vécu des choses en Angleterre, je ne sais pas. Et ce jour-là, il a dégoupillé. Et ça s'est parti comme ça dans le bus. Ben, ça s'est arrêté rapidement, quoi. Sur une parole inacceptable, mais pas plus violente que ça. Inacceptable, Voilà, mais pas plus violente. Voilà, sur ce jour-là. Mais c'est juste mettre le fait de mettre le noir dedans. Ouais. Bon, je pense qu'il y en a qui dégoupillent pour ça aussi. Parce que bon, il n'y a pas de question de mettre ce blanc-là, ce noir-là. Ouais. Ça n'a rien à voir. C'est deux personnes, tu arrives en retard, toi tu arrives en retard. Ben, voilà. Encore toi, peut-être, ouais, on peut reprendre. Et ce jour-là, lui, et Paulins, il n'acceptait pas, il me le disait souvent, hein, tu ne dois pas accepter. Mais il était déjà dans ce truc qu'on en parle maintenant, quoi. C'était pas agréable ce jour-là parce que bon, il a fallu le tenir, quoi, parce que à ce niveau-là, lui, ouais. Et ces deux personnes que j'appréciais et que j'apprécie toujours énormément, Palioka qui était très sympa et tout, ce jour-là, c'est la vue rouge, quoi. Donc, grosse année à l'Inter, vous terminez 3e du championnat, à 6 points, je crois, du champion. Vous êtes finaliste en Coupe de l'UEFA et pourtant, à la fin de l'année, tu pars à Valence. Comment tu expliques ce départ? Comment? C'est l'entraîneur qui arrivait. Comme je disais au départ, moi, je me suis fait connaître quelque part en Italie. Et l'entraîneur qui arrivait, qui est décédé depuis, malheureusement, Gigi Simone, voulait me connaître, voulait savoir qui j'étais, voulait me voir au début. Pour moi, il était inacceptable que je me fasse connaître à nouveau. J'ai fait 46 matchs avec l'Inter. Je me suis fait connaître en Italie. Bon, ancien international. Et quelque part, il voulait me voir à l'entraînement et puis prendre une décision par la suite. J'ai trouvé l'opportunité de partir à Valence. Je l'ai accepté. Et puis voilà. Donc pour moi, c'est de cette manière parce que je voulais rester à l'Inter. J'avais 2 ans de contrat. Donc encore une année, je voulais rester à l'Inter parce que je me plaisais bien à Milan. Mais par la suite, j'ai fait un super choix. Raconte-nous un petit peu ce cheminement intellectuel. C'est un peu comme une star d'Hollywood à qui on demande de faire un casting, en fait. C'est le changement de réalisateur et on dit, OK, bon, c'est un bon acteur, je l'ai vu dans de très bons films, mais moi, je suis Gigi Simone, je veux quand même le voir faire le casting. Et donc, toi, tu estimes que tu es au-dessus de ça. Et tu dis, tu sais quoi, si c'est comme ça, je me casse. Oui, non, mais pour moi, c'était sûr, c'était comme ça, quoi. Je me rappelle, on est parti en tournée en Asie, très exactement à Hong Kong, puis en Thaïlande. Et à ce moment-là, il avait déjà un adjoint dans le groupe. Il m'a dit clairement que, voilà, il voulait me connaître, il voulait savoir comment j'étais. Donc, c'est pas sûr pour l'instant que je sois ni titulaire, ni bon, j'attendais pas qu'on me donne ma place. Il faut gagner sa place. Mais il devait me voir. Et donc, non. J'estimais que arrivé à un certain âge, un certain nombre de matchs aussi, on me voit. Si c'était physiquement, j'aurais pu comprendre, hein, de dire, ouais, je suis là, vraiment, c'est le déclin et tout, même si j'avais 32 ans. Mais non, c'était pas le cas, donc voilà. Est-ce que dans un coin de ta tête, il y a l'équipe de France encore, parce qu'on sait qu'il y a bientôt la Coupe du Monde en France, ou pas du tout? Ça n'a pas du tout joué dans ta décision de partir à Valence? Non, pas du tout. J'ai fait le choix et j'ai pris la décision d'arrêter l'équipe de France parce que, comme je l'ai dit, j'ai réfléchi, j'ai eu le temps de réfléchir pendant le championnat d'Europe aussi, surtout avec Dimeco, qui était de mon cas aussi. On jouait pas trop. Donc, non, je pensais pas vraiment à l'équipe de France. Pour moi, c'était l'Inter de Milan, consacré à fond. La famille aussi. J'avais mes garçons jeunes et puis voilà. Non, pas du tout. Ok, c'est intéressant parce que je pense que Michel et moi, pendant cette période, on s'est toujours demandé pourquoi tu n'étais pas en équipe de France vu ce que tu faisais à Valence. Mais c'était un sujet, tu vois. En regardant l'équipe du dimanche comme des petits losers, on se demandait toujours pourquoi tu n'étais pas en équipe de France. Mais bon. Mais c'est vrai que j'ai eu l'appel par la suite. C'était Henri Émile qui était là de me dire, bon, quelque part de me préparer. J'ai appris que j'étais présélectionné et tout. Aimé Jacquet, il avait très bien dit, on refuse pas l'équipe de France. Donc voilà.
pour moi, c'était bouclé. Donc, j'avais fait le choix et comme je l'ai dit, j'ai fait un choix, je l'ai assumé parce que aussi, je pensais que je pouvais jouer encore et jouer longtemps. Donc, pour moi, avoir l'équipe de France, c'était un choix personnel et puis un choix sur la durée, de durer un maximum de temps au plus haut niveau. Donc, c'était éviter de faire trop de matchs. D'accord. Et alors, quand tu pars de l'Inter, est-ce que tu croises Ronaldo? Tu joues quelques matchs avec lui puisqu'il vient d'arriver à l'Inter ou tu joues même pas avec lui du coup? Non, pas du tout. Je joue pas du tout. Il est arrivé, on s'est croisés. À part faire un match contre lui, j'étais à l'Inter, c'était contre Barcelone. Il était à Barcelone. C'est juste comme ça que je l'ai croisé. C'est la seule fois où on s'est croisé. D'accord. Donc tu pars à Valence. Est-ce qu'Alain Roche, il y est déjà? Tu le rejoins là-bas? Non, pas du tout. Il est arrivé l'année d'après. D'accord. Mais c'est quand même une équipe de fous furieux, non, que tu rejoins. C'est quand même des gars assez puissants, hein, quand même un peu partout. Il y a quand même Zubizarreta comme gardien. Il y a Fernando Cáceres. Bon, il y a Juan Fran, Ravi Navarro en défense. En attaque, il y a Romario. Il y a Djukic. Ouais. C'est dingue. C'est une équipe de dingue. Il y a Djukic, il y a Romario. Romario. Ouais, terrible. Medieta, Ortega. Ouais, voilà. Non, il y avait des joueurs de renom, de très bons joueurs. Et il y avait Valdano comme entraîneur quand je suis arrivé. Donc, oui, je pense que Valdano me voulait aussi. Ça, c'était assez intéressant déjà au départ pour moi. De savoir que l'entraîneur était intéressé par moi, par ma venue. Quelque part, il y avait une certaine confiance et donc j'ai pu intégrer l'équipe assez rapidement. Mais ça n'a pas pris du tout avec toutes ces personnalités, surtout Romario. Ouais. Et c'était chaud, c'était très très chaud. Et l'entraîneur n'a pas duré longtemps. Ranieri est arrivé par la suite. Je tombe sur un Italien à nouveau. Et c'est vrai que au départ, on s'est dit on pouvait faire des choses, quoi. Mais tout a été, je dirais, on a très mal vécu début de saison. D'accord. Avec administrativement aussi, parce qu'il y a eu des ratés. À cette période, il y avait un certain nombre d'étrangers. Et donc, on s'est retrouvé à 4 étrangers, enfin, pas moi, extra-communautaires, sur le terrain. Donc, ça, c'est perdre des points. Donc, tout ça s'est enclenché. Ah oui. C'est la matière. C'était un peu la débandade. Donc, par la suite, l'entraîneur qui se fait virer, Ranieri qui arrive. Et avec Ranieri, les choses se sont bien stabilisées, avec des joueurs qui sont arrivés en cours de saison aussi, comme Carboni. Ouais. Carboni ou Moussa Saïd qui était là, tout ça. Non, on avait une belle équipe pour faire de belles choses. Alors, en termes de logistique, Alain Roche nous racontait que quand il arrive à Valence, c'est le bordel total. Il n'y a pas de logement pour lui, qui galère pendant des mois, qui se fait un peu entuber par des agents immobiliers. Est-ce que toi, ton arrivée se passe de manière un peu plus léchée ou c'est aussi le bordel total? Non, pour moi, ça a été rapide. Hein. Ça a été rapide, l'école pour les enfants, parce qu'il y avait l'école française et tout. Trouver l'appartement, la maison plutôt. Après, ça dépend de quelle maison qu'on cherche. C'était peut-être moins difficile qu'à La Roche, c'est ce que tu nous dis. Peut-être oui, sûrement. Mais c'est vrai, c'est un peu le boxon quand même. Parce que maintenant, qu'on arrive dans un club, tout est déjà pratiquement planifié. Je vois les clubs pro maintenant, on vous emmène voir des maisons, appartements, ce que vous voulez. Après, si vous êtes difficile, beaucoup plus, avec des recherches beaucoup plus poussées, c'est vrai que ça peut devenir compliqué. Mais à cette période, il n'y avait pas tout ça. C'était pas l'organisation idéale, surtout qu'on voit en dehors le club que c'est et que c'était à cette période-là. Où on est arrivé par la suite, ça aussi c'était assez compliqué. Je pense que Alain l'a mal vécu, même Didier Deschamps aussi quand il est arrivé. Tout ça c'était, oui. Je peux pas dire que c'est amateur, mais on a eu pas mal de difficultés. Et puis le club a bien grandi entre-temps. Ta première saison, vous finissez à peu près 9e, si je me trompe pas. Ouais. Ça reste pas encore des résultats fabuleux, malgré, encore une fois, une équipe assez impressionnante sur le papier, quoi. Et comment démarre la deuxième année alors? Ranieri, la venue de Ranieri a beaucoup changé la donne à Valence. C'est pas dire professionnaliser, mais donner un autre sens à l'organisation. Les gens de Valence qui avaient leurs habitudes, parce que c'est quand même un club, je dirais familial,
dans l'environnement de Valence et tout. C'est le club de Valence, des Valenciens. Il faut pas trop bouger les choses. Je pense que la venue de Ranieri a apporté énormément dans ce sens. C'est-à-dire être concret dans ce qu'on fait, dans l'organisation, les déplacements à l'hôtel et tout. Le club a pu monter une équipe avec des joueurs aussi que Ranieri voulait, qu'il a connus. Et puis après, faire émerger certains jeunes, notamment Mendieta, Farinos. Ce sont des jeunes qui étaient... Mendieta, il jouait pas. Il était normalement ma doublure, arrière droit. Ah, d'accord. Il était pas du tout milieu. Quand je suis arrivé, c'était lui la doublure. Et puis, c'est vrai qu'avec Ranieri, qui l'a mis au milieu, ça a tout changé. Et puis de là, le club a changé. Le club a pris de l'ampleur. On a vu l'équipe de Valence pendant des années à un certain niveau. Grâce à cette 9e place, vous faites l'Inter-Toto, qui vous permet d'aller à l'UEFA. Ouais. Est-ce que tu te souviens les clubs exotiques que tu as affrontés dans cet Inter-Toto? Je ne me rappelle pas trop le nom, mais moi, je me rappelle le déplacement en Russie, au fin fond de la Russie, où il a fallu jouer. Imaginez-vous, avec le dégel, de la neige et tout, il y avait énormément d'eau sur le terrain. Et il fallait jouer à tout prix. Le point de corner, tu ne pouvais pas taper parce que la balle ne restait pas. Mais il a fallu jouer malgré tout. J'ai vu cette image il y a un petit moment sur YouTube. Donc, c'est pas des matchs à faire. Alors, je te rappelle pour le plaisir, le nom de ce club, c'était le Chinik de Yaroslav. Donc, c'est ce club-là qui a fondé. L'ogre de Russie et le Chinik de Yaroslav. Ouais. Donc, c'est très compliqué à prononcer déjà, et puis à arriver l'endroit. Il a fallu arriver déjà, je crois, à Moscou, et puis faire 5 heures de bus par la suite, et puis arriver à faire fond de la Russie. Je peux le dire, c'est la Russie. Et après, en finale, le Wüstenrot de Salzbourg, qui n'était pas trop connu, qui a donné. Non. On n'entend même pas parler de ces clubs. J'imagine qu'ils existent, mais le Wüstenrot de Salzbourg, c'est devenu le Red Bull de Salzbourg. Donc, ils ont été rachetés et c'est devenu quelque chose. Merci pour la culture, parce que là. Non, mais c'est vrai que à cette période, c'était jouer l'Inter-Toto, donc on avait des matchs, c'était des matchs extraordinaires. Mais il fallait aller les jouer. Et puis voilà, ça nous a permis aussi de grandir quelque part. Je me rappelle aller faire ce match-là et puis par la suite enchaîner en championnat. Des fois, on arrivait directement à l'hôtel. On ne rentrait pas de la semaine de chez nous, quoi. Ouais. Donc, il faut faire ce match. Ouais. Raconte-nous une anecdote particulièrement pénible d'un de vos déplacements, à part l'histoire de la Russie où le terrain était gorgé d'eau. Est-ce que tu as d'autres histoires un peu baroques de vos déplacements, notamment dans les pays de l'Est ou des trucs comme ça? Non, pas vraiment. Pas vraiment. À vrai dire, c'est plutôt un truc pénible. C'était le 11 septembre, voilà. Où justement on allait jouer en Russie aussi en déplacement pour je me rappelle pas de quel match. On est dans l'avion, ça fait plutôt peur parce qu'on était dans l'avion, donc on se retrouve sur l'espace de la Russie. On sait pas, bien sûr, on nous dit on sait pas qu'est-ce qui se passe. Si c'est la guerre, si c'est la Chine, si c'est la Russie qui a attaqué les États-Unis et autres. Et donc, on se retrouve dans un avion, il fallait se poser à tout prix rapidement. Donc, encore un beau club, Jocelyn, c'était Chernomorets. D'accord. L'archiviste. Oui, ouais. Et bon, donc, il a fallu se poser rapidement. Et c'est par la suite qu'on a pu aller jouer ce match-là, mais c'était un moment très délicat. C'est vrai. Tout le monde, on voulait savoir ce qui se passe, et c'est en se posant qu'on a vu des images de ce fameux événement pénible. Écoute, moi, j'ai déménagé à New York en août 2001, 3 semaines avant le 11 septembre. J'étais vraiment, malheureusement, aux premières loges quand tout ça est arrivé. Ouais. Donc, Valence, l'équipe se reprend bien, se renforce avec des Français. Donc, Didier Deschamps qui fait une saison à Valence, Alain Roche qui fait quelques belles saisons. Et vous arrivez par 2 fois en finale de la Ligue des Champions. Ouais. C'est tes meilleurs souvenirs à Valence, ces 2 campagnes? Il y a bien sûr ces 2 campagnes parce que c'était énorme. C'est la Champions League et tout. Mais avant tout, c'était le premier titre après 30 ans de Valence
la Coupe du Roi avec Ranieri en 99. D'accord. Je crois que ce moment-là, c'est un moment magique. J'avais connu avec l'OM à la finale, mais pas de la même manière parce que bon, je m'étais fracturé le tibia, donc j'ai pas pu faire la fête et tout. Mais c'était voir depuis, on a gagné à Séville, arriver à Valence et voir tout le peuple valencien sur toute la route et tout. Moi, j'étais dans le bus. Voilà, c'était un super moment. Et puis par la suite, c'est vrai que les finales, il faut les gagner. Quand on est en finale, il faut les gagner. Mais ça a été 2 campagnes énormes. Faire 2 campagnes de suite de la sorte pour un club qui était, je dirais, méconnu. Ouais. 2 grosses campagnes comme ça et gagner des matchs, surtout se qualifier aux dépens d'Arsenal et des clubs comme ça, le Bayern la première année. Mais quelque part, je savais arriver devant ces clubs-là. Dans un premier temps, Madrid, la place c'est pour ces clubs. Les finales, pour moi, dans ma tête, arriver contre ces clubs, Madrid, Bayern, la finale c'est pour ces clubs, c'est pour eux. C'est peut-être malheureux à dire, mais c'est rare de voir. On a vu Dortmund gagner. On n'a pas vu beaucoup de petites équipes, petits clubs gagner des finales de Champions League. Voilà. On n'en a plus vu depuis. C'est ça, t'as raison. Depuis Dortmund, il n'y en a plus, quoi. Bon, je l'avais déjà gagné avec l'OM. Je m'étais préparé. Surtout l'année qu'on a joué contre Madrid. On a été dominateur dans le championnat contre Madrid, contre Barcelone, et on a été en finale quand même. On bat quand même Barcelone pour aller en finale. À l'arrivée, on perd sèchement 3-0 contre Madrid. C'est à ce moment-là qu'on se dit, voilà, c'est pour eux. Toi, tu penses que cette défaite, c'est vraiment le poids de l'institution? Oui, c'est le poids de l'histoire de ces équipes qui sont habituées à jouer des finales et à les gagner? Oui, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Parce que c'est vrai que Madrid avait une grosse équipe, très, très, très grosse équipe. Hein, parce qu'on les avait dominés en championnat. On avait gagné chez eux en championnat. On avait dominé Barcelone, tout ça et tout. On gagne nos matchs. Quand on gagne 4-2 contre Barcelone en Champions League, je crois, c'était ça. Mais à l'arrivée, on perd 3-0 contre Madrid. On se dit, mais c'est quand même Madrid, quoi. Avec Raoul, Anelka. Ouais, exactement, Anelka. Ouais. Là, on se dit c'est Madrid. Donc on perd l'institution. On l'a constaté, Bayern, quand vous arrivez devant Bayern, Madrid, en finale, il faut être au-delà d'être fort. Il faut être fort, non seulement fort à tous les niveaux. Et puis après, il y a des détails qui font la différence. Parce que ces clubs-là, ils sont habitués. L'institution, l'environnement de ces clubs sont habitués au final, donc ils savent comment préparer ça et comment les gagner aussi. Donc nous, on arrivait, c'était beaucoup l'euphorie déjà la première année. La deuxième année, disons, on s'est mieux préparé pour une finale, mais à l'arrivée, on tombe contre le Bayern, on arrive, on fait match nul, mais au penalty, on perd au penalty. Donc à ce moment-là, moi, deuxième finale comme ça, je me suis dit vraiment, c'est pour ces clubs. À part l'OM qui a dominé Milan. Ouais. Voilà. Alors justement, est-ce que du coup, rétrospectivement, tu te dis, ça met encore plus en valeur ce que vous avez fait avec Marseille, de déloger un grand d'Europe comme ça? Ah ben oui, parce que là, on constate que tous les clubs ces dernières années qui arrivent en finale se sont préparés quelque part pour arriver en finale. Financièrement, ce sont quand même des clubs, des institutions. C'est fort. Elles sont fortes à ce niveau-là, financièrement et tout, pour pouvoir arriver en finale et pour pouvoir gagner ces matchs-là. On a vu l'année dernière contre Manchester City, même si ça fait des années que Manchester City court après. Mais à un moment ou l'autre, on se dit que ça doit arriver. Là, on attend que Paris arrive à ce niveau-là. De gagner par rapport à l'argent et les joueurs, pas que l'argent, il y a les joueurs aussi, mais qu'on arrive à associer des joueurs d'autant de qualité, à mettre un projet en place, comme c'est le cas avec Manchester City, Liverpool, tous ces clubs-là, on se dit, à un moment ou un autre, ça doit arriver. Mais c'est vrai que c'est énormément d'institutions qui se sont mis en tête de gagner et de rester performantes aussi, que ce soit financièrement et puis surtout sur le terrain. Alors, surtout qu'à l'époque de tes finales, il faut savoir que c'était une nouvelle formule de la Ligue des Champions. Enfin, il y avait 2 groupes. Il y avait d'abord un premier groupe, après un deuxième groupe, et après quart, demi, finale. Donc, c'était quand même le parcours du combattant pour Valence. Oui, c'était ça. J'ai entendu que c'était beaucoup plus facile. Parce que maintenant, c'était les champions qui jouaient aussi. Ouais. Ça a bien changé. Maintenant, si on veut aller en finale, si on veut se préparer, il faut être fort financièrement, il faut avoir l'équipe qu'il faut, quelque part.
et avoir les meilleurs joueurs, pas forcément, mais avoir des joueurs de qualité de niveau international. Et à ce moment-là, donc tu joues avec ton ancien compère Didier Deschamps. Est-ce que tu es devenu plus pote avec Didier à Valence ou à Marseille, ou c'était la même chose? Non, c'était la même chose. Disons, on était potes, on se voyait, pas forcément tout le temps, mais on se voyait, on était à l'entraînement. Mais cette année-là, quand même, Didier, malheureusement pour lui, il a été souvent blessé. Et puis, moi, je me suis dit, c'est dommage qu'il soit pas sur la finale, la deuxième finale, quoi. Parce qu'avec lui, on gagne. Ouais, tu crois que vous gagnez la demi? Il perd pas de finale généralement, Didier. Il perd pas de finale en général. Donc, non, on parle de ce côté chance et autres. Mais bon, c'est surtout que malheureusement, Didier, il a été blessé trop souvent dans l'année et tout. Et donc, prêt physiquement, il a pas été. Et de mémoire, c'est une finale un peu bizarre, Bayern-Valence, parce que c'est que des buts sur penalty. C'est-à-dire qu'il doit y avoir 1-1, je crois, et les deux buts sont sur penalty. Et après, c'est une séance de penalty. Donc, il n'y a que des buts de penalty. C'est quand même vraiment bizarre, oui. Oui, c'était bizarre. C'était un match où on pouvait marquer comme on pouvait en prendre aussi, parce que bon, les deux équipes ont joué quand même pour marquer. On a eu des opportunités. Je me rappelle Zahovic qui a l'opportunité pour tuer le match, et puis à l'arrivée, il fait un match nul, et puis on perd sous deux tirs. Est-ce que tu pensais que tu allais tirer ton penalty, toi? Moi, je pensais oui. Parce que, quelque part, les deux qui ont tiré, notamment Carboni et Pellegrino, je suis meilleur qu'eux. C'est sûr, clair. Pellegrino, il le rate, ouais. Et Carboni le rate aussi. Voilà. Mais moi, c'est sûr. En plus, je marquais des buts à Valence. Eux, ils marquaient. Pourquoi t'es pas choisi? Parce que tu tires pas non plus contre Schalke 04? Non. Je crois que t'es jamais dans les séances de péno. Non, j'étais pas dans les séances. Pourquoi? Je sais pas. C'est le dernier jour. Moi, je me suis proposé, surtout contre le Bayern, je me suis proposé pour y aller. Ah ouais? Oui. Bon, de toute manière, à un moment ou un autre, on devait y aller. Et puis, j'ai dit non, mais j'y vais. Ils ont choisi à ce moment-là, c'est Carboni. Ouais. Malheureusement, voilà. On va pas refaire l'histoire. Hein. Est-ce que tu as discuté avec l'entraîneur pourquoi il ne choisit pas et pourquoi c'est Carboni qui va? Pas du tout, je n'ai pas discuté quoi que ce soit. Ils ont pris les décisions. Au départ, les 5 premiers, ils ont décidé. Ils avaient l'habitude de tirer plutôt à l'entraînement et autres. Mais par la suite, tout le monde devait tirer. Hein. Ça devait suivre. Mais ils ont décidé que c'était Carbo avant moi. Voilà. D'accord. Et Hector Cúper, je crois qu'il a remporté peut-être 10% des finales qu'il a disputées. À ce niveau-là, c'est la loose absolue. Hein. Je me souviens plus exactement du truc, mais que ce soit avec l'Égypte, que ce soit en club, généralement, si Cúper est le manager et que l'équipe est en finale, il y a de très très fortes chances qu'ils perdent. Est-ce que toi, alors je sais que c'est une question débile, hein, mais est-ce que tu sentais qu'il y avait peut-être des déficiences dans la préparation d'avant-finale ou pas du tout? C'est juste, c'est des statistiques, il a pas eu de chance. Non, moi je savais, il avait joué, il était à Majorque, il avait perdu en finale à Majorque déjà, contre Jura, je crois. Et non. Les finales, on peut dire que la première, ouais, vous faites défoncer, donc il y a pas de. Oui, mais la première, il y avait une certaine rester poli quand même. 3-0. En même temps, c'est pas moi. On va rester poli. Mais la première, on avait une certaine confiance malgré tout. Quelque part, on n'avait pas l'expérience. Ouais. Enfin, l'équipe, je parle de Valence, l'expérience d'une finale. Et puis nous, Valence arrivait de loin, 10 années de disette et tout, et 99, 2000, ça a enchaîné, 2001, d'un coup, tout est arrivé. À l'arrivée, c'est vrai, on va de ces deux finales. Et quand on fait la suite, qu'on voit la suite derrière et tout, 2002, on gagne le championnat, 2004, c'est le doublé, UEFA championnat, donc beaucoup de choses sont arrivées rapidement. Donc c'est peut-être ça, mais la première finale, on avait confiance au fait qu'on avait gagné Madrid, Barcelone, en championnat. Pendant les qualifs, quand on tombe contre Leeds, qui était pas mal comme équipe, la Lazio, on se dit qu'on a des possibilités, quoi. On avait la possibilité. À l'arrivée, on a tout raté. Vous défoncez Barcelone aussi en demi-finale avant d'affronter le Real. Et en plus, vous aviez des groupes qui étaient assez balèzes quand même. Le Bayern, justement, dans le premier groupe. Dans le deuxième groupe, il y avait du Manchester United, du Girondin de Bordeaux, de la Fiorentina. Enfin, c'était quand même du gros niveau.
Et après, effectivement, l'Asiodrome, comme tu avais évoqué, Barcelone, et puis contre Madrid, ouais, il y avait éventuellement une possibilité de passer, mais finalement, désolé de le dire, à Paris, vous vous faites un peu défoncer. Ah oui, oui. Non, mais quand on voit où arriver en finale, où on est passé, on se dit, bon, ben oui, oui, ça devait se faire. Mais à l'arrivée, comme je l'ai dit, il y a l'institution, il y a la réalité des finales et de ces matchs-là, que Valence même, peut-être inconsciemment, il y a quelque chose qui s'est mal passé, mais au niveau des joueurs, je pense que tout était clean, quoi. En tout cas, de mon côté, moi, j'étais très zen. Peut-être que j'ai pas su apporter ça aux joueurs. C'est bon. On fait toujours un retour. Moi, je revenais toujours sur le match de Marseille, comment on l'avait préparé, comment on l'a gagné. Donc, j'avais ce recul-là, mais pas forcément tous ces jeunes joueurs qui étaient avec nous. Je pense qu'il y a à la fois les joueurs, c'est vrai, mais il n'y a pas que les joueurs, il y a aussi le staff, le président. Enfin, nous, on voit souvent ça avec Michel. Hein. On se rend compte qu'en fin de compte, ce côté psychologique de pas être prêt, il n'est pas que sur les joueurs, sur le manque de maturité. Il est sur l'infrastructure, sur le staff, sur le président, même sur les supporters. Il y a un côté pas prêt, quoi. Bon, mais c'était festif. On va à Paris, on entendait les gens de... Et c'est ce que je disais, c'est Valence. Valence, c'est, oui, pour faire des coups, pour faire comme ça a été le cas pendant je dirais, pratiquement 10 ans. Et puis après, on n'entend pratiquement plus Valence. Une fois comme ça, ben, la Coupe du Roi, et rapidement, mais on n'entend plus Valence. Quand l'Atalanta va jouer contre Valence en Champions League, ben, on parle de l'Atalanta, on parle pas de Valence. L'Atalanta... je veux dire, pour moi, c'est pas Valence, quoi. Ouais, bien sûr. Donc, c'est ça, quand je parle d'institution, c'est où ça fait la différence. Avoir des gens qui connaissent le haut niveau, qui connaissent vraiment les choses, comment ça se passe en arrivant dans une finale, comment ça se passe dans ces gros matchs-là. Est-ce que tu parles espagnol dans le vestiaire avec les mecs ou? Oui. On parlait tous espagnol. On était obligés de faire passer les messages et tout. Donc oui. Ouais. Je ne peux pas dire que j'étais un meneur, mais j'avais la voix quand même. Et j'arrivais quand même à 35 ans, en 2000. Donc oui. Ouais. Canizares a la réputation d'être un peu timbré. Est-ce que ça se manifestait dans les vestiaires? Non. Je crois que ça s'est plutôt déclaré plus par la suite. Par la suite, je dirais... bon, il avait ces petits moments de folie, mais pas énormément, parce que je pense que aussi il y avait énormément de fortes personnalités dans cette équipe à Valence. D'accord. Il en faisait partie, quoi. Il en faisait partie, mais moi j'ai constaté que par la suite, surtout maintenant, dans les médias et autres, ouais, je sais pas s'il est timbré, mais il y va. Il a toujours son mot à dire. Il se mouille énormément dans beaucoup de choses. Il avait déjà, c'est un peu Canizares, ouais. Donc, ta dernière saison, vous êtes champion d'Espagne, tu joues assez peu. Que t'es blessé à ce moment-là ou c'est plutôt sur des choix de l'entraîneur? Non, j'étais blessé. C'est-à-dire la dernière année, on rate la qualif pour la Champions League, fameux match retourné à Barcelone, contre Barcelone, de Rivaldo, qui marque un super but à la dernière minute. Il gagne. Sinon, si on fait match nul, on passe pour la Champions League d'après. Je me fais opérer. J'avais un problème, j'avais mal au genou, je me fais opérer. Mais en définitive, je n'aurais pas dû me faire opérer. C'était juste épanchement de la rotule. Et par la suite, ça a duré pratiquement toute l'année, quoi. Ah, d'accord. Je me fais opérer, je m'entraîne, je suis hyper bien, je peux jouer. Mais à l'arrivée, la semaine d'après, je suis resté au moins 2 semaines encore à me soigner. Ça a été pratiquement toute l'année de la même chose. Donc, j'ai réussi à faire 4 matchs quand même en UEFA. Et donc, j'ai fini ma saison comme ça et j'ai arrêté. Saison frustrante. Très, très frustrante. Parce que des fois, je sentais que je pouvais le faire et tout. À l'arrivée, ça se termine bien parce qu'on gagne quand même le championnat. Ça se termine bien pour le club, mais pour moi, j'ai dû arrêter ma carrière comme ça. J'avais encore la possibilité de signer un an, mais bon, après, on s'est arrangé pour arrêter le contrat. Mais ce qui est fou, c'est que tu arrêtes ta carrière, mais tu la reprends, en fait, un peu après. Tu l'arrêtes pas vraiment. Pas vraiment, c'est-à-dire, je rentre chez moi, j'arrête pendant quelques années, mais je rentre chez moi en Guadeloupe, je me dis, bon, j'ai rien à faire, j'ai un genou un peu bancal. Et puis après, je reprends avec un jeune de ma commune, le club de ma commune où j'ai débuté. Et puis j'ai pris goût. C'était plus pour les aider parce que
Vous savez, on joue la Coupe de France, zone Guadeloupe, et à un certain moment, quand on gagne cette Coupe de France, zone Guadeloupe, on va jouer que ce soit à la métropole ou l'équipe vient en Guadeloupe. Et c'est à ce moment-là que je reviens pour jouer contre Romorantin, très exactement. Et je me suis pris au jeu et puis j'ai fait quelques années. J'arrête à 42 ans. Quelques années, voilà. Ouais. Non, mais c'est ça qui est fou. C'est que ensuite, tu joues la Gold Cup quand même. Ouais. Où vous figurez quand même extrêmement bien. Vous jouez contre des grosses équipes, quoi. Hein. Vous jouez pas que contre des toutes petites îles. Vous jouez quand même le Mexique, vous jouez les États-Unis, vous jouez le Canada. Tu marques des buts. Vous arrivez, je crois que c'est en demi-finale. On perd en demi-finale. Ouais, tu marques un but de ouf d'ailleurs, si je me souviens bien. Contre le Canada. Oui, non, mais Costa Rica, Canada, c'est quand même des nations, des grandes nations qui jouent la Coupe du Monde. Et nous, la Costa Rica en 94 avait fait une super Coupe du Monde. Ouais. Et la Guadeloupe qui arrive avec quelques joueurs pros et des amateurs, on arrive à avoir une équipe. Moi, par dérogation, après 5 ans, je peux jouer pour la Guadeloupe. C'est une dérogation entre la CONCACAF et la FIFA. L'UEFA, ouais. L'UEFA, oui. J'ai pu jouer avec la Guadeloupe et nous, on arrive en demi-finale contre le Mexique. Waouh, c'est costaud, c'est le Mexique et on perd 15-0. J'avais fait le tour. Ouais, voilà, j'ai fait le tour. Je suis revenu au pays, j'ai joué pour le pays, les emmener le plus loin possible, faire connaître la Guadeloupe. Et depuis, c'est vrai que la sélection de la Guadeloupe a 1 an. Oui. Et nous aussi, c'est plutôt bonus, ouais. Pour la Guadeloupe. L'homme aux 3 jeunesses, exactement, quoi. Exactement. Exactement. Et tu mets ça en termes d'émotion, ton parcours avec les Guada Boys, tu le mets où? Ouais, quelquefois c'est difficile à quantifier. Les émotions, c'est le moment. J'ai beau dire qu'à Marseille, ben oui, on a gagné. Et on était une bande de potes aussi, on a gagné. Mais par la suite, à Valence, j'ai gagné d'autres choses. C'était tellement énorme, tellement fort. Je sais pas. Après, avec la Guadeloupe, arriver, je peux dire au nombre d'habitants, on est 380 000 habitants en Guadeloupe. Arriver en finale contre le Mexique qui joue la Coupe du Monde, voilà. Comment quantifier ça en termes d'émotion, je sais pas. Mais c'est fort, c'est très fort. Et quand on vous reçoit à l'arrivée à l'aéroport, à 4 heures du matin, on rentre, il y a du monde qui nous attend. J'imagine si on avait été en finale. Je vais pas la gagner. T'aurais une statue. Il y aurait une statue de toi sur la Grand Place. Ouais, voilà. Mais en termes d'émotion, c'est vrai que c'était fort, c'était très très fort. Et puis, comme je dis, on rentre chez soi, donc c'est autre chose, quoi. Quand il y aura ton biopic, Jocelyn, sur Homme aux 3 jeunesses, ça va être qui l'acteur qui va jouer ton rôle? Donc il va falloir avoir du coffre pour être Ah ben ça, c'est dès le départ. C'est dès le départ. Il faut suivre. Le biopic Netflix. Merci déjà de nous avoir accordé tout ce temps. On va terminer ça. On t'avait promis que ça n'allait pas durer des heures. On va essayer de faire ça de la plus belle des manières. Est-ce que tu es prêt pour la dernière partie de notre entretien, la traditionnelle série de questions mitraillettes? Tu dois répondre, mais sans réfléchir. C'est vraiment la réponse. Il faut quand même que tu répondes, mais sans réfléchir. Voilà. Sans trop réfléchir. Alors, on va commencer facile. Torino ou Milan? Inter de Milan. Il faut bien dire Inter de Milan. Ouais, pardon. Torino ou Inter de Milan? Inter de Milan. Mornalo ou les Abîmes? Mornalo. Paris ou OM? OM. Alors, l'équipe de France ou l'équipe de Guadeloupe? Oula. Ah. Il n'y a pas de joker. Ah, il n'y a pas de joker. Il n'y a pas de joker. Non, l'équipe de France. L'équipe de France. Ouais. Qui était le meilleur? Lilian Thuram ou Jocelyn Angloma? Jocelyn Angloma. Yes. Tu prends ta retraite à quel endroit? En Guadeloupe. En Guadeloupe, c'est sûr? Sûr. Le club que tu voudrais entraîner? Valence. Valence? Ah ouais. Ouais. Ah ouais, chaud. Message très bien. Bien reçu, message envoyé. Et tu te verrais retourner en Europe? Tu t'es pas définitivement en Guadeloupe? Je suis définitivement en Guadeloupe, oui. Mais c'est vrai que la question à poser comme ça, là, oui, Valence. Ouais. D'accord. Bon, il y a un bon entraîneur, un bon pote qui entraîne Valence à ce moment, même si c'est difficile. Ouais, mais effectivement, intéressant la réponse du cœur. Quel est ton club de cœur? Club de cœur, Valence.
Valence, waouh. Donc plus que au-dessus de l'OM, de Rennes, de l'Inter, c'est Valence. Ouais, non, de cœur, oui. Ouais. Ok. Quel est ton meilleur ami dans le foot, dans le monde du foot? Mon meilleur ami, c'est Abedi Pelé. Ouais, d'accord. dans le foot. Ouais. Le joueur que tu as le plus craint? Oh, il n'y en a pas, hein. C'est Giggs, Ryan Giggs, je dirais. Ouais. C'est lui qui m'a posé le plus de difficultés. Ouais. Le joueur que tu as réussi toujours à museler? Bon, j'ai pas trop joué contre lui, mais c'était Denilson. Il était venu à Bordeaux, il était au Betis. Oui. Ouais. Mais il y en a un autre aussi, Vayura. Ouais. C'est le premier. Le Serrois. Le Serrois Pascal. Pas Marama. Ouais. Ouais. Le club que tu détestes le plus? Non, il n'y a pas de... Non. J'en ai pas, non. Non, franchement, non. Le plat que tu as mangé lors d'un de tes clubs que tu as le moins aimé? La moins belle expérience culinaire? Je m'excuse pour ces questions, Jocelyn. Je les ai pas toutes vérifiées, hein, donc il y en a qui sont passées par à travers. Il y en a pas. T'as pas une expérience culinaire désagréable? Non, non. Avec tous les clubs que non. Je te rappelle que tu es quand même allé à Salzbourg, à Yaroslav, à Chermonetz, et là, il n'y a jamais eu une expérience un peu bizarre. Ok. Mais comme c'est déjà préparé, enfin, on a déjà un truc bien précis dans les clubs, donc non. Si c'est un endroit, non, même pas. Après, quand je suis arrivé à Rennes, les endives, jambon, ouais. Ah. Mais je connaissais pas non plus. Les endives jambon, ça, tu vois. Tu vois, Michel, il y a quand même le meilleur joueur que tu as affronté. Meilleur joueur que j'ai affronté. Oh là. J'ai affronté tellement de bons joueurs que c'est difficile à dire, hein, difficile à. Ouais. Parce qu'il y a Zizou, entre Zizou, Viali, défunt Viali. Gianluca Viali, ouais. Zizou, je dirais Zizou. Et ça, c'était l'Inter, contre l'Inter Juve. Ouais. Il était au top. Ouais. Et enfin, pour moi, la dernière question, est-ce que tu serais recapable de jouer au foot dans un club niveau national? Non. Écoute, l'homme aux 3 jeunesses, pourquoi pas l'homme aux 4 jeunesses, hein? Au niveau national, non. Non. C'est élevé. Est-ce que tu pourrais jouer en MLS à l'Inter Miami, par exemple? Là maintenant, non. Ouais. Et Jocelyn qui regarde son ventre. Non, là non, ça va pas être possible. Non, ça va. De ce côté-là, ça va, mais non. C'est vrai que l'Inter de Miami, ça peut faire rêver beaucoup de monde, mais il y a des choses à faire là. Ouais, c'est intéressant. Michel, est-ce que tu as des questions? Ouais, alors mes questions, c'est quelle est la célébration après l'une de tes nombreuses victoires où tu as le plus dérapé, où tu t'es réveillé 3 jours après? Non, même pas. Non, même pas. J'ai pas eu de. Bon, évidemment, pas celle après 93, hein, clairement, puisque tu avais la jambe cassée. Non, là, j'avais la jambe cassée, j'ai pas célébré. Bon, après, c'est la nuit à Valence, hein, le dernier titre. On a fait la fête toute la nuit. Ouais. Il n'y a pas de fête raisonnable. Si on fait la fête, on fait la fête. Est-ce qu'il y avait un de tes coéquipiers qui était vraiment connu comme le roi de la fête, qui pouvait sortir jusqu'à 5h du matin et être de nouveau le lendemain à l'entraînement sans que personne ne s'en rende compte? Je n'ai pas vraiment connu de joueur de ce type. Non. D'accord. Je sais que quand je suis arrivé à Valence, Romario n'est pas resté trop longtemps, mais il aimait bien faire la fête. Le seul truc, quand je sortais, il fallait pas, si Romario était à un endroit, il fallait pas y aller. C'est vrai? Il y avait des caméras partout. Ah d'accord, c'était pour histoire de rester. C'était lui qui a tiré les caméras, d'accord. Voilà. C'était le leur. D'accord. Ouais. Est-ce qu'il y a un match qui te donne encore des sursfroides ou des cauchemars? Tu y repenses en plein milieu de la nuit, tu te réveilles en disant si seulement le résultat avait pu être différent? Non, pas vraiment. À vrai dire, pas des sursfroides, mais c'était plus l'envie d'avoir un deuxième titre. C'était le Bayern. Ouais. Le Bayern. Ouais. Si près. Ouais. Le Bayern. Je sais même pas où se trouve la médaille. Il y a des fois comme ça, j'oublie. On l'a perdu. Même pas besoin de médaille et autres. Pour moi, c'est la finale. Faut la gagner.
Il n'y a rien d'autre. D'accord. Si on te donne le choix, tu termines ta carrière à 32 ans, mais tu es champion du monde, ou tu termines ta carrière à 42 ans avec tes 5 ans à Valence, avec les Guadaboy, etc. 42 ans. Ouais. D'accord. Parce que j'avais envie vraiment d'être pour moi, ce qui s'est fait, c'est ce que j'avais envie. Voilà. C'est pas de regret. D'accord. Ouais, c'est vrai que j'ai énormément apprécié la 98. J'ai regardé ça avec les gars à Valence, même les chambrés en même temps. J'ai beaucoup apprécié, mais non, ça reste la carrière que j'ai faite. D'accord. Quel est l'héritage que Jocelyn Angloma laisse au football? L'héritage, pour moi, c'est ce que je transmets actuellement aux jeunes. Je suis au Pôle Espoir. Pour moi, c'est ce que je transmets à nos jeunes en Guadeloupe. Ouais. Non, parce que c'est plus impactant. D'accord. En Europe, par le monde, il y a un peu de tout, quoi. En Europe, surtout, il y a tout, mais c'est plus ce que je laisse ici. Ouais. C'est plus impactant pour moi en Guadeloupe. Nos petits jeunes, parce qu'il y en a qui sont déjà dans le monde pro, notamment Bélocian, qui est passé au pôle avec moi pendant 12 ans, qui joue déjà des matchs, voilà, qui a été appelé avec les Espoirs, qui joue avec Mananda. Donc, voilà, ouais. C'est plus impactant pour moi. Ouais. D'accord. Est-ce qu'ils hallucinent justement les petits jeunes quand ils voient ton palmarès? Au début, ils savent pas trop. C'est plus les parents qui en parlent quelquefois. Même leurs parents sont déjà... Leurs grands-parents. Plutôt là, ouais, leurs grands-parents. Ouais, surtout les grands-mères, hein. Ouais. Et oui, ouais. C'est après, ils vont sur... bien sûr, okay, heureusement, il y a les réseaux sociaux et autres. C'est à ce moment-là qu'ils découvrent aussi vraiment qui je suis. Parce que j'en parle pas forcément souvent. C'est plus quand ils arrivent à un moment où ils vont faire éventuellement des essais et autres. C'est à ce moment-là que je parle du monde professionnel et je parle très peu de ma carrière. Ouais. Ah ouais, non, ça doit être difficile de pas en parler quand même. Ouais, mais s'ils me posent la question plus souvent, ouais. Parce que je suis pas de nature non plus à m'ouvrir forcément et parler de moi, mais c'est plus qu'on doit faire comprendre certaines choses, quoi. Mais c'est pas sur certaines choses. Voilà. Ouais. Quel est le meilleur conseil que tu as reçu de toute ta carrière? De Michel Placini, je sais pas s'il se rappelle, ça fait très longtemps. En sortant, c'est lui, il était le sélectionneur et il rentrait parce qu'il habitait à Cassis, à côté de Marseille. On était dans le même avion. Gère bien ta vie de footballeur. Voilà. Ouais. Gère bien ta vie de footballeur. Écouter les autres à gauche et à droite, voilà, c'est pas nécessaire. Mais ta vie de footballeur, hein, je parle. Il y a la vie à côté et tout, mais la vie de footballeur et tout ça. Prends bien ça en main, un peu. C'est ce que je voulais me dire. D'accord. Clairement, tu l'as bien écouté, hein. T'as bien mené ta barque. Ah oui. Ça, oui, non, mais je pense que venant de lui, là où il est arrivé, entendre ça, on aurait pu penser autre chose et tout, mais c'est important de bien gérer parce que ça va trop vite. On arrive maintenant, les jeunes à 17 ans, ils sont déjà pros, ils sont déjà dans un monde de folie. Nous, on l'était aussi à un certain moment. Maintenant, c'est encore pire. Donc, je pense que s'il y a quelqu'un ou les parents qui peuvent gérer ce côté-là avec son enfant, c'est bien. Ou un préparateur mental, ce qu'on veut, parce que nous, on n'avait pas tout ça. Ouais. Moi, j'ai une dernière question. En fin de compte, il y a énormément de joueurs qui jouent en équipe de France ou qui viennent juste de quitter l'équipe de France et qui sont d'originaire de la Guadeloupe. Donc, un beau potentiel pour toi. C'est quoi la prochaine victime de Jocelyn Angloma que tu veux faire venir dans l'équipe de Guadeloupe? Il y a Varane qui vient d'arrêter sa carrière. Il y a Coman. Il y a 2-3 gars. Il est de la Martinique, là. Ah, non, mais il y a Coman, il y a Nkunku. Il y a des gars quand même que tu peux récupérer. Il y a les Thuram. Est-ce que t'as une liste, tu vois, quand ils sont à la retraite, vous les récupérer en Guadeloupe? S'ils veulent venir, déjà. Parce que nous, quand on y pense, c'est vrai qu'il y a énormément de bons joueurs. On a énormément de Guadeloupéens, mais actuellement, il y a Lacazette. Oui, il y a Lacazette. Ouais. Mais est-ce que c'est Lacazette que tu vises en tant que sélectionneur? Non, mais on vise personne pour l'instant. C'est vrai que ce serait bien de se renforcer avec des gars de ce calibre parce qu'on monte en Ligue A, on va tomber contre des équipes, ça va être très très dur. Pour l'instant, non, on vise pas forcément des joueurs, mais on est à la recherche de joueurs qui ont un certain niveau.
aussi. Ça marche. Merci beaucoup en tout cas, Jocelyn. C'était un plaisir. Merci Jocelyn. Si tu passes par New York, si vous avez un match contre les États-Unis, s'il te plaît. Ouais. Ce sera avec plaisir. Ouais. Je t'inviterai volontiers à dîner pour te remercier de nous avoir consacré ce sera avec plaisir. Autant de temps. Merci beaucoup à toi. Guillaume, tu as une dernière petite question peut-être ? Ah non, c'était juste, moi c'est une remarque, c'était un plaisir, Jocelyn, sur ces 2 sessions, de te redécouvrir en dehors des terrains. Franchement, c'est un énorme kiff pour moi. Je regardais l'équipe du dimanche et je voyais l'inoxydable Jocelyn Angloma. Pour moi, c'est un de mes meilleurs kiffs du dimanche soir. Donc, je suis hyper content d'avoir pu te rencontrer et d'avoir fait cet entretien. Merci à vous, c'est un plaisir. Tout pareil. Merci beaucoup, Jocelyn. Et vraiment, je suis d'accord avec Guillaume. C'était un plaisir de devoir continuer ta carrière aussi longtemps. J'avoue que moi, j'aurais voulu te voir dans l'équipe de 98 et celle de 2000 et celle de 2002 en équipe de France. Mais tu as clairement fait le bon choix. Tu as eu une carrière extraordinaire. Oui. C'était une fierté pour nous de t'avoir en équipe de France. Et on est content d'avance de voir ce que les Guada Boys vont faire pour leurs prochaines échéances. Avec Lacazette en attaque et puis avec un Martiniquais en défense, parce que tu as réussi à le... Là, on a perdu tout de suite. Là. C'est sûr. Merci à vous. Merci Jocelyn et merci encore. Vraiment, c'était super. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Bye bye. C'est la fin de ce 2e épisode consacré à la carrière de Jocelyn Angloma. Merci à toutes et à tous d'être fidèles au podcast des légendes. Comme toutes les semaines, je vous rappelle que vous pouvez rejoindre nos communautés sur Facebook, Instagram, Twitter, YouTube ou encore TikTok, ou sur notre site web où vous trouverez tout le catalogue de nos épisodes ainsi que des articles super intéressants, dont certains assez rigolos qui, je l'espère, vous plairont aussi. www.lepodcastdeslégendes.com. Merci à toutes et à tous. On se retrouve la semaine prochaine sur le podcast des légendes.